Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé RQSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours ou plus précisément pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. L'épisode d'aujourd'hui sera co-animé par Carole Bélanger et moi-même, Sabrina Anissa Almansali. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Anne Bourbonnais, professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheure au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Professeur Bourbonnais est titulaire de la chaire de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille depuis juin 2015 et titulaire de la chaire de recherche du Canada en soins aux personnes âgées depuis 2020. Elle est également membre de plusieurs réseaux de recherche, dont le RQSPAL. Bonjour, professeur Bourbonnais. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à votre initiative sur la balado. Bien, c'est un grand plaisir. Puis, pour commencer, là, afin de mieux comprendre votre parcours et de pouvoir en discuter le plus en détail par la suite, pourriez-vous nous parler de votre parcours universitaire? Donc, on va commencer graduellement. D'accord, je vais vous parler de ça, mais avant, je voulais vous dire c'est ça à vous, puis aux autres étudiants qui prennent, que je trouvais que vous êtes une très, très beau comité étudiant dans ce réseau pour faire partie de d'autres réseaux de recherche et que cette initiative est une très belle initiative et moi, je trouve que c'est tellement cohérent avec les soins palliatifs du fait que vous vous intéressez aux humains, à l'expérience que vivent les gens. Donc, je voulais, entre autres, souligner que c'est une très belle idée que vous avez et que c'est une belle initiative que vous avez eue. Donc, je voulais peut-être commencer par souligner votre activité à vous. Moi, mon parcours est peut-être un peu différent de d'autres chercheurs du réseau du RESPAL, puisque je m'intéresse aux personnes âgées, puis je m'identifiais pas nécessairement d'emblée aux soins palliatifs ou de fin de vie. Je m'intéresse aux personnes âgées depuis très longtemps. En fait, à la fin de mon secondaire 5, j'ai décidé d'aller faire du bénévolat dans un CHSLD. Je me souviens pas pourquoi. Mais j'ai eu cette idée-là, peut-être parce que j'avais un bon lien avec ma grand-mère, puis j'avais le goût d'être avec des personnes âgées. Bref, j'ai passé l'été à aller faire du bénévolat tous les jours dans un CHSLD et j'ai vraiment beaucoup aimé mon contact, entre autres, avec des personnes qui avaient des troubles cognitifs quand même sévères. Qui faisait que quand je partais de là, après, je trouvais ça merveilleux, moi, d'être capable de marcher, de parler, de réfléchir. C'était comme magique parce que je passais mes journées avec des gens où faire ces choses était extrêmement difficile. Donc, j'ai fait ça. Puis, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. J'aimais beaucoup les sciences, j'aimais beaucoup la chimie, la biologie. C'est que j'ai étudié, je suis rentrée à l'université en biochimie. J'ai pas du tout aimé ça. En fait, j'aimais la biologie, la chimie, mais j'aimais pas faire ça 7 jours par semaine. Donc, j'ai fait 1 an de ça et après, j'ai décidé que j'avais le goût de faire quelque chose de plus pragmatique un peu et d'appliquer. Donc, je suis allée faire un bac en sciences infirmières. Et après, j'ai pratiqué en centre d'hébergement, j'ai pratiqué dans un hôpital de soins aigus pendant quelques années. Et j'ai particulièrement aimé encore travailler en centre d'hébergement. Donc, c'était pas très populaire, mais je suis allée travailler comme infirmière en centre d'hébergement. Et après, je suis allée travailler en CLSC en première ligne. Donc, je faisais pas vraiment de soins palliatifs ou de fin de vie, quoi qu'en centre d'hébergement, on n'est pas connu pour des milieux où on fait ça, mais finalement, c'est pas mal des soins palliatifs qu'on fait pour pas mal tous les résidents. Puis on fait souvent aussi des soins de fin de vie, même si le personnel n'est pas toujours super bien formé encore à ça. Puis à l'époque, c'était encore pire qu'aujourd'hui. Bref, je m'associais pas à ça, mais j'aimais beaucoup m'occuper des gens en fin de vie. J'aimais beaucoup cette approche auprès des personnes âgées où on est orienté vers la qualité de vie, vers le bien-être et où, comme infirmière, on avait beaucoup d'autonomie pour améliorer leur qualité de vie, prendre des décisions qui sont sur des soins et non pas des traitements médicaux. Donc, j'ai fait ça au début de ma carrière. J'ai commencé une maîtrise en sciences infirmières parce que je trouvais qu'il y avait plus de questions que de réponses. Fait que je me suis dit, je vais retourner étudier pour trouver des réponses. Et à ce moment-là, je suis tombée malade. J'ai eu des complications d'une infection.
Et j'ai pas pu continuer, j'ai été obligée de suspendre mes études, j'ai fait autre chose, je suis allée travailler à l'Institut universitaire de gériatrie. Bref, mon parcours a été obligé de changer, même si j'aimais beaucoup faire de la clinique. J'étais plus capable d'aller travailler 5 jours par semaine à faire de la clinique. Donc, après quelques années à faire toutes sortes de choses, j'ai décidé de retourner faire un doctorat en sciences infirmières sur les soins aux personnes âgées et de m'orienter plus vers une carrière en recherche et comme professeur qui me permet de travailler en n'ayant pas besoin de bouger trop. Donc, j'ai un parcours un peu atypique de quelqu'un qui aimait beaucoup faire de la clinique, puis qui finalement s'est ramassé, puis qui finalement maintenant aime beaucoup faire de la recherche puis enseigner. Donc, j'ai un parcours un peu atypique pour ça. Et dans mon doctorat, je me suis intéressée encore une fois aux personnes âgées, naturellement, mais celles qui ont des troubles cognitifs très sévères et qui vivent en centre d'hébergement. Et encore, à ce moment-là, je l'associais pas nécessairement aux soins palliatifs, mais je m'intéressais aux comportements vocaux des personnes âgées. Donc, celles qui crient toute la journée puis qu'on sait pas quoi faire avec. Et il reste que l'approche qu'on prône par rapport à ça, c'est de trouver des manières d'augmenter leur bien-être. Donc, il y a quelque chose qui correspond à d'avoir des soins qui sont palliatifs parce qu'on n'essaie pas de guérir la cause qui crée des comportements vocaux. Donc, c'est finalement, je faisais une approche palliative sans l'appeler comme ça. Et progressivement, au fil des années, de plus en plus, je me suis intéressée aussi à la fin de vie. Donc, mes travaux ont beaucoup porté et portent encore beaucoup. J'ai de plus en plus d'étudiants qui s'intéressent, entre autres, aux soins palliatifs et à la fin de vie ou même à l'agonie en centre d'hébergement, puisque c'est un domaine où il n'y a pas tant de choses encore qui se font. Donc, c'est peut-être un peu mon parcours commencé clinique, personne âgée, qui maintenant, aujourd'hui, est encore très personne âgée, mais vraiment dans une perspective palliative et dans une perspective aussi de plus en plus sur la fin de vie. Donc, si je comprends bien, là, c'est vraiment un peu une épreuve de vie qui a fait en sorte que vous êtes réorienté en recherche, puis vous avez finalement trouvé vraiment quelque chose qui vous intéressait aussi à ce niveau-là, et qui rejoignait un peu la clinique dans un sens. Oui, c'est sûr que moi j'aimais beaucoup faire de la clinique, mais en même temps j'étais une drôle d'infirmière clinicienne parce que j'apprenais vite, puis je m'ennuyais rapidement. Tu sais, j'arrivais, puis au bout de 6 mois, je faisais comme, quand j'arrivais, je disais, je vais avoir dans un nouveau milieu, je disais, je vais avoir tout à apprendre, ça va me prendre des années. Puis au bout de 6 mois, j'étais comme, ok, j'ai comme pas mal tout lu, j'avais besoin de plus de stimulation, puis je me ramassais sur beaucoup de comités, fait que j'étais quand même une infirmière qui était toujours dans plein d'affaires, puis qui apprenait beaucoup, fait que d'où la maîtrise, etc. Donc, je pense que j'avais déjà cette tendance à être curieuse, à lire, à poser des questions, à aller plus loin. Mais j'aimais beaucoup le contact et les patients. Peut-être que si j'avais fait toute ma carrière, j'aurais fini par m'ennuyer un peu, je sais pas. Puis finalement, effectivement, la vie a fait que j'ai été obligée de réorienter pour quelque chose qui me permettait de travailler plus complètement intellectuellement, puis que j'avais les capacités pour le faire. Donc, ça a bien tombé que je sois capable de le faire, puis que ça m'intéresse et que ça me permette, je dis tout le temps que pour moi, de faire de la recherche, c'est une manière de soigner les personnes âgées, mais autrement. Puis de former la relève et les étudiants, c'est aussi une manière de soigner indirectement ces personnes-là qui sont dans les dernières phases de leur vie. Mais en même temps, j'ai l'impression, même si vous nommez votre parcours atypique, mais il a toujours été très très proche de votre intérêt, finalement, de votre la jeune c'est la jeune personne qui est en vous, qui partait dans un CHSLD pour faire un bénévolat pendant un été, puis vous êtes tout le temps resté collé à cet intérêt. J'ai l'impression que la biochimie, vous êtes éloigné un peu trop vite parce que il y avait pas les personnes âgées qui vous retenaient là-dedans, mais je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Tu sais, j'aimais ça. Puis après ça, j'ai travaillé l'été. Après cette année de bénévolat, j'ai travaillé l'été dans l'Institut de gériatrie au service des loisirs. Puis je faisais ça, mais je sais pas, j'associais pas avec l'idée d'être professionnelle de la santé. Tu sais, je sais pas. Ça m'a pris du temps avant d'avoir un déclic. Que finalement, peut-être qu'il y avait un lien. Fait que j'étais peut-être moins vite à l'époque. Je sais pas. Fait que oui. Mais mon intérêt a toujours été finalement les personnes âgées. J'ai travaillé dans des milieux qui étaient pas toujours spécifiques aux soins de personnes âgées. Je fais de la première ligne en CLSC, mais il y avait des personnes âgées tout le temps, de toute façon, que ce soit en hôpital aigu. Donc, j'ai toujours eu un intérêt au CLSC. C'est drôle parce que quand on travaille en première ligne, tout le monde a des intérêts pour des clientèles un peu particulières. Certains aiment beaucoup les enfants, d'autres aiment beaucoup les cas de cardiologie, de pneumo. Puis moi, c'était clair que c'était les personnes âgées et les gens qui avaient des troubles de santé mentale ou qui étaient un peu bizarres. Donc, tout ce qui était des gens où il y avait des défis de communication
où il y avait des expériences de vie atypiques riches. C'était moi qui avais ces patients-là parce que j'aimais beaucoup. Puis donc, ça rejoint mes intérêts par rapport aux personnes âgées, des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui, parce que je m'intéresse aux personnes qui ont des troubles cognitifs, ont souvent des manières de communiquer qui sont atypiques et qui sont souvent des gens qui ressentent beaucoup d'émotions, qui vont manifester des émotions différemment de ce qu'on côtoie. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant, hyper authentique comme communication et hyper demandant en termes de raisonnement pour être capable d'intervenir, de demande de créativité pour intervenir avec des gens qui ont soit des troubles cognitifs ou des problèmes de comportement liés à des problématiques plus de santé mentale. Bref, j'ai toujours un intérêt, j'ai comme un côté un peu Sherlock Holmes qui aime essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire ou qu'est-ce qu'ils vivent alors qu'ils sont pas toujours capables de l'exprimer comme vous et moi, on peut le faire en ce moment. Donc oui, j'ai ça comme femme, effectivement, depuis le début. Oui, puis ça me fait penser aussi, vous parliez que vous intéressez beaucoup justement au cri des personnes âgées, tu sais, quand la façon de communiquer qui est pas toujours facile à comprendre. J'aimerais ça savoir un peu par rapport à vos projets de recherche en lien avec ça. J'ai lu quelques petits titres de vos projets, puis je trouvais que c'était vraiment intéressant. Dans mon doctorat, j'ai vraiment essayé de comprendre les sens des cris. Donc, ça veut dire quoi quand les gens qui ont des troubles cognitifs sévères, comme une maladie d'Alzheimer, entendent vraiment pourquoi ils crient comme ça. Il y avait eu beaucoup d'études où on essayait des interventions, puis ça marchait pas vraiment. Puis la personne s'était intéressée à comprendre pourquoi ils font ça. Puis c'est pas toutes les personnes qui ont des troubles cognitifs qui le font, fait que c'est pas juste la maladie, c'est comme une manière de communiquer qui est atypique par rapport à ce qu'on rencontre comme norme. Et finalement, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait beaucoup de sens décrits plusieurs raisons. Certains qui sont assez évidentes, donc pour des besoins physiques, mais aussi pour des besoins émotifs, psychologiques. Il y en avait que c'était parce que les gens étaient insatisfaits. Des fois, il y avait des cris parce qu'ils étaient satisfaits. Donc ça, c'est un des sens positifs, c'est probablement un des rares, où c'est positif. Il y en avait beaucoup, toutes les personnes qui avaient des comportements vocaux avaient des signes de douleur, donc non soulagés. Donc, et généralement, dans une même journée, ils pouvaient crier pour différentes raisons, selon le moment, et des fois pour plus qu'une raison à la fois. Ce qui fait que c'est un comportement qui est extrêmement difficile à comprendre et sur lequel il est difficile d'intervenir parce qu'il faut comprendre pourquoi à ce moment-ci ils crient. Mais les soignants sont quand même, à force de connaître les gens qui ont travaillé avec les familles, ils sont assez bons en entendant le cri, de dire « Ah ouais, là, il y a quelque chose de différent du cri de tout à l'heure, il faut que j'intervienne. » Donc, et parmi les types de cris qu'il y avait entre autres des cris qu'on appelait un peu énigmatiques, mais qui étaient souvent des personnes qui étaient en fin de vie et qui allaient mourir une semaine ou deux après. D'ailleurs, dans mon étude doctorale, je recrutais des personnes âgées, puis j'avais décidé d'aller les entendre crier, puis après de faire des entrevues avec leurs proches, puis les soignants, puis je faisais de l'ethnographie. Ça m'a posé plein de problèmes parce que cette espèce de logique fonctionnait bien, mais dans la réalité, le temps que j'identifie une personne, que j'aille passer des jours à l'écouter, puis après ça, je planifie l'entrevue, souvent la personne âgée décédait. Puis là, c'est un peu embêtant de faire une entrevue avec les proches quand la personne est décédée. Fait que là, je perdais une partie de mes données. Donc, après 2 fois de ça, j'ai fait, on va faire l'inverse. On va interviewer les gens, puis j'irai les observer après. Parce que même si l'observation était importante, j'avais surtout besoin de pouvoir interviewer les proches et les soignants parce que je pouvais pas interviewer les personnes elles-mêmes. Donc, j'ai changé de stratégie parce que j'avais une perte des personnes âgées qui a été incluse dans l'étude rapidement. Et c'était souvent des gens qui avaient des cris en fin de vie, puis les soignants disaient c'est pas comme ces cris d'avant, donc il y avait quelque chose, un sens qui était lié. Puis des gens qui avaient des troubles cognitifs qui criaient autrement, qui étaient des cris peut-être plus avec moins de composantes émotives, plus répétitives, moins forts, mais qui dérangeaient quand même un peu, puis qui étaient très constant et qui indiquait que les soignants disaient, ah là, elle va mourir bientôt. Donc, il y avait des indices comme ça, puis ça, c'était pas documenté. Donc, j'ai fait, OK. Donc, il y a des choses où c'est des gens qui avaient crié tout le long de leur parcours en centre d'hébergement, mais il y avait un indicateur, à un moment donné, de par la nature du cri qui changeait. Donc, j'ai dit, bon, et c'est effectivement une personne où même si je m'associais pas aux soins de fin de vie, aux soins palliatifs, je dis, considérant que dans mes études, il y a 40% de mon échantillon qui meurt pendant mon étude, je pense que c'est quand même un peu d'une clientèle, un peu beaucoup, complètement une clientèle qui est tout à fait des gens qui sont en soins palliatifs et souvent en fin de vie.
Donc, il y avait ces types de cris-là. Et après, j'ai fait d'autres études avec, entre autres, de la recherche-action pour développer une intervention. On a travaillé avec les soignants et les proches pour développer une intervention pour intervenir auprès de ces comportements vocaux. Puis, ce qui a été déterminé, c'est que le but, c'était pas de faire disparaître ces comportements parce que c'était une communication de quelque chose avec des indices importants. C'était plutôt que tout le monde travaille ensemble pour favoriser le bien-être. Donc, l'objectif, c'est pas, oui, c'est de réduire la fréquence, parce que quand ça dérange tous les autres, à un moment donné, ça affecte la qualité de vie pour tout le monde. Ça affecte les proches, les soignants, ça affecte les personnes elles-mêmes. Mais c'est une intervention qui a été développée où les soignants, les proches ont dit, il faut que le but, ce soit d'améliorer le bien-être et non pas de faire disparaître un comportement. Donc, si on est capable de comprendre plus vite pourquoi il crie, ben, il va crier moins longtemps, tant mieux pour les autres, mais ça veut dire que son bien-être va être augmenté. Et ils ont interprété ces comportements comme des signes, en général, de mal-être. À part l'exception où ils crient de satisfaction, mais généralement, c'est pas les cris qui dérangent, ça, ceux qui sont de satisfaction, parce qu'ils sont contents de quelque chose, ils poussent deux cris, puis c'est fini, ça dérange pas grand monde. C'est plus tous les autres. Donc, on a fait cette intervention qu'on a développée. Puis on a fait un projet pilote et là, on a un essai clinique qui était en cours, qui a été suspendu à cause de la COVID et qui là est recommencé maintenant pour évaluer cette intervention qu'on appelle l'intervention d'Estelle par rapport à un groupe contrôle. Et on rencontre toujours les mêmes défis, c'est-à-dire que il faut avoir un échantillon plus grand parce que c'est une clientèle extrêmement fragile. Et quand on les rencontre et qu'on discute avec les soignants et les proches, souvent des enjeux de fin de vie se mêlent avec ce qu'on étudie, qui est un comportement qui exprime quelque chose, mais qui est aussi une fin de trajectoire chez des gens qui ont des maladies neurodégénératives. Vous nous le racontez maintenant, puis ça a l'air tout beau, puis le projet est fini. Vous nous parlez de vous quand vous étiez étudiante, mais moi je suis étudiante au doctorat, puis je vais soumettre une demande d'éthique bientôt. Mais quand vous nous parlez de ces enjeux de temps, la mort approche, les proches sont dans toute une autre dynamique, la personne est en fin de vie. Est-ce que vous avez rencontré des enjeux particuliers dans le recrutement, dans la collecte de données? En fait, j'ai anticipé des enjeux, puis je pense que j'ai réussi à les dénouer pas si mal. Et le fait que je sois rendue un chercheur plus avancé, il y a des enjeux que moi j'ai rencontrés que vous ne rencontrerez plus. Parce qu'il y a les lois qui ont changé. C'est une bonne nouvelle pour les adolescents, peut-être que c'était pas un problème, mais quand on s'intéresse aux personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, c'était un problème parce que quand j'ai commencé mon doctorat, la loi dans le Code civil indiquait que pour consentir à un projet de recherche, il fallait qu'il y ait un représentant légal. Et pour consentir aux soins, on n'a pas besoin de représentant légal. On a besoin, s'il n'y a pas de représentant légal, ben, il y a le conjoint ou un proche ou quelqu'un qui s'intéresse. Donc, la grande majorité des résidents en centre d'hébergement n'ont pas de représentant légal. Ils ont un représentant, ils ont quelqu'un de leur famille, mais ils n'ont pas un représentant légal. Donc, faire de la recherche qui portait sur des soins où on voulait intégrer les personnes âgées avec des troubles cognitifs comme participants était presque impossible. Et moi, j'allais faire une ethnographie. Je savais que c'était des gens qui avaient des troubles cognitifs sévères. J'allais interviewer les soignants, les proches, mais je voulais inclure aussi les personnes âgées. C'était important pour moi que si on étudiait leur comportement, que quelque chose de ma collègue des données qui puisse être inclus. Et de mon expérience clinique, c'est pas parce qu'ils ont des troubles cognitifs que ce qu'ils disent fait toujours pas de sens. Des fois, il faut réussir à dégager un sens de ce qu'ils nous disent, et on peut analyser, mais des fois, ils nous disent des choses tout d'un coup, puis on comprend un peu ce qu'ils vivent, donc c'est pas la même chose qu'une entrevue avec quelqu'un qui comprend tout, mais fait que moi, j'avais cette idée de j'aimerais bien pouvoir leur demander à eux pourquoi ils ont ce comportement, puis voir qu'est-ce qu'ils vont me dire, puis je verrai ce que je ferai, puis je triangulerai avec les proches puis les soignants. Puis je pourrais essayer de voir. Donc, j'avais eu cette idée, mais sachant qu'il y avait ce problème avec la loi, je ne savais pas ce que j'aurais le droit de faire. Parce que ça voulait dire demander un consentement substitut. Donc, le réflexe que j'ai eu, connaissant les enjeux légaux avant d'écrire mon protocole, c'est que je suis allée rencontrer la présidente du comité d'éthique. Et je lui ai expliqué ce que je voulais faire. J'ai dit, est-ce que je peux faire ce que je veux faire ou sinon, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai été chanceuse parce que je suis arrivée à un super bon timing parce que le comité d'éthique, c'est le comité d'éthique de l'Institut universel de gériatrie, avait à ce moment-là un problème éthique. C'est-à-dire que 80 à 90% de la clientèle du centre étaient des personnes avec des troubles cognitifs
considérés inaptes et ils avaient 0 projet de recherche sur cette clientèle parce qu'il y avait ce problème avec la loi. Donc, moi, je suis arrivée en disant, là, le conseil d'administration nous dit qu'ils comprennent pas pourquoi on a... Donc, eux autres étaient très, très ouverts à essayer de trouver des mécanismes pour me permettre. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que tu pourras pas leur parler. Parce que là, si on faut leur parler, ça c'est trop d'interaction puis tout ça, mais on va te permettre de les observer à distance. Puis comme j'étudiais des comportements vocaux, je pouvais, ils disaient c'est comme à 4 mètres de distance, pas à 2 kilomètres. Puis comme c'est un comportement qui est vocal, je pouvais les regarder puis les entendre, mais j'interagissais. Ils m'avaient dit tu interagiras pas. Fait que moi, toute mon idée d'avoir des petites conversations informelles, ça est tombée. Mais au moins, je pouvais entendre. C'est pour ça que tantôt, je vous disais, j'avais commencé en disant, je vais au moins écouter ce qu'ils disent, puis observer ce qu'ils vivent, puis après, je parlerai aux proches puis aux soignants, parce que je trouvais que c'était eux le nœud, fait que je voulais me concentrer sur eux, mais j'ai dû changer de tactique parce que j'ai réalisé que les données étaient plus riches naturellement par des entrevues que de juste les observer. Mais j'ai quand même pu entendre des contenus de ce qu'ils disaient quand ils criaient, d'observer ce qu'ils vivaient, de m'imprégner de l'atmosphère de l'unité quand ça se passait et ces données en conjugué avec ce que les soignants me racontaient et ce que les proches me racontaient, ça faisait des données extrêmement riches et ça permettait de bien comprendre. Donc oui, le comité d'éthique m'a permis ça. Il a fallu que j'explique très longuement, puis ils m'ont dit c'est pas parce qu'on veut pas, mais eux, comme comité d'éthique, devaient faire une déclaration au ministère de la Justice comme quoi il m'accordait une dérogation où j'allais avoir le consentement pour la personne âgée, mais le consentement du proche, même s'il n'était pas notre entreprise, j'avais quand même un consentement. Mais c'était pas le représentant légal, mais eux devaient déclarer ça au ministère de la Justice. Donc, ils m'avaient posé beaucoup de questions pour bien documenter. Et finalement, c'est allé au ministère de la Justice et le ministère de la Justice a accepté. C'est un peu drôle parce qu'après ça, la présidente m'a dit, ils ont trouvé que c'était de la délinquance positive, fait qu'ils l'ont accordé. C'est probablement la seule fois que j'ai été délinquante dans ma vie, avec l'appui d'un comité d'éthique. Donc, j'ai pu faire ça. Et après, il y a Philippe Boyer qui est à l'Université Laval aussi, qui avait le même problème. Donc, il y a eu des pressions de cette présidente du comité d'éthique, de mon projet, de Philippe Boyer, probablement de d'autres personnes, qui fait que le Code civil a été modifié et que maintenant, quand il y a un risque minimum, on peut faire de la recherche avec des gens qui ont des troubles cognitifs, avec un consentement de la personne qui consent normalement de soins. Donc, ça, c'était vraiment l'enjeu que j'avais. Puis moi, je m'étais dit, ils me le permettent une fois, fait que tous les projets subséquents, ils ont créé un précédent. Finalement, la loi a changé, fait que précédent ou pas, ça a changé plus vite que je pensais. Je me disais, ils vont prendre 30 ans avant que la loi change. Finalement, elle a changé presque avant le projet que j'ai fait après mon doctorat. Donc oui, c'était comme un obstacle, mais je l'ai pas tellement vécu comme un obstacle. J'ai comme réussi à trouver une stratégie pour le prévenir, qui finalement est un aspect que j'enseigne et que je dis à mes étudiants, les comités d'éthique, c'est pas juste ceux qui relisent nos affaires puis qui nous dérangent sur les formulaires de consentement, c'est aussi des gens qui peuvent nous aider à planifier quand on rédige le protocole. C'est toujours plus intéressant d'aller les voir avant qu'après avoir rédigé. Sinon, j'aurais rédigé 2 fois parce que j'aurais passé les comités scientifiques puis j'aurais été obligée de leur modifier. Ça aurait été plus frustrant. Donc. Mais je me souviens pas pourquoi j'ai eu cette idée-là, à part que je pense que je connaissais la présidente du comité d'éthique ou il y a quelqu'un qui a dû me conseiller de faire ça. Et c'est un conseil qui m'a servi beaucoup à ce moment-là et qui me sert encore aujourd'hui. Donc, un demi-défi. Oui, parce que la recherche en CHSLD, c'est rare quand même. Tu sais, c'est même encore à ce jour là, c'est quand même il y a peu d'études qui se font dans ce milieu-là, puis pourtant ce serait un des premiers milieux qui devrait être peut-être pas un des premiers, mais un des milieux qui devrait être le plus étudié. C'est un beau milieu pour faire de la recherche parce que c'est un milieu extrêmement humain où il y a plein de problèmes. Il y a quand même beaucoup de littérature, mais c'est vrai qu'entre autres, au Québec, il y a très peu de recherche qui se fait dans ces milieux. Ça a l'avantage que moi, quand j'arrive dans les CHSLD, ils sont pas... j'ai des collègues des fois qui arrivent, qui font de la recherche à Sainte-Justine, mais à Sainte-Justine, en néonate, les parents, ils sont surchargés de projets, fait que quand un autre chercheur arrive, un autre chercheur. Alors moi, quand j'arrive en CHSLD, ils ont souvent jamais vu ça, un chercheur, ou très peu. Souvent, on les très hospitalo-centrique. Fait que quand on s'intéresse aux soignants ou à l'expérience des gens, en général, on est bien accueillis. Le défi est peut-être plus que ce sont des milieux qui sont pauvres en ressources humaines, en ressources financières. Donc, moi, je fais de la recherche qui est très terrain, très clinique,
très participative dans des milieux où il y a très peu de soignants. C'était vrai avant la pandémie, puis ça s'est pas amélioré. Fait que le défi, c'est d'être capable de faire des projets où on va respecter que leur priorité, c'est de soigner des gens. On veut pas trop les déranger. Pour moi, c'est très, très important quand je rentre comme chercheur que leur priorité à eux, c'est pas de nous aider à faire la recherche, c'est de soigner du monde. Fait que si on arrive, on a prévu une rencontre puis qu'il y a eu quelque chose, ben on va la déplacer. Donc, on s'ajuste beaucoup moins mes équipes, mais c'est très, très important pour moi qu'on respecte ça. Et ça fait que généralement, on développe, je pense, d'assez bonnes collaborations avec les milieux puis qu'on réussit à faire des projets en essayant de minimiser le temps qu'on leur demande ou l'investissement, puis en essayant que ça leur apporte quelque chose. Mais en général, on est bien accueillis. Plus que des collègues qui rencontrent des défis parce qu'il y a des milieux qui sont très, très sollicités. Mais moi, il y a beaucoup de potentiel, plein de CHSLD qu'on peut aller voir, puis ils sont pas très sollicités sont sollicités pour plein d'affaires, mais pas pour la recherche. Donc, c'est un beau milieu pour faire de la recherche. Et il y a beaucoup, beaucoup de besoins aussi d'étudier, tant sur les personnes comme je le fais, mais c'est pas pour rien aussi que j'ai plusieurs de mes étudiants qui s'intéressent à différentes problématiques sur les soins palliatifs, les soins de fin de vie, parce que ce sont des enjeux majeurs dans ces milieux. Que ce soit tout le deuil de la transition en hébergement. Donc, j'ai eu des étudiants qui se sont intéressés, par exemple, au deuil blanc des proches. Donc, ils doivent s'adapter au fait que la personne qui a des troubles cognitifs est plus tout à fait la même personne. J'ai une étudiante pour doctorat en ce moment qui s'intéresse à l'inclusion des proches dans les soins de fin de vie, de période d'agonie, comment on les implique, comment on les engage, comment ils participent en centre d'hébergement. Donc, j'en ai plusieurs maintenant qui s'intéressent à ces enjeux parce que même si on les identifie pas comme des endroits de soins palliatifs et soins de fin de vie, ben la plupart des CHSLD, c'est 100% de la clientèle qui va décéder là, avec une proportion élevée de préposés qui sont très peu formés, une proportion d'infirmières très basse, une proportion de médecins très, très, très basse, peu de travailleurs sociaux, donc ça varie beaucoup d'un centre. Donc, il y a des enjeux de soins palliatifs et de fin de vie, des enjeux éthiques, légaux importants dans ces milieux. Et ça va se complexifier encore plus dans les prochaines années, parce que là, l'aide médicale à mourir commence à entrer dans ces milieux. Il va y avoir des demandes de sédation palliative continue dans des milieux qui n'ont pas toujours tout l'équipement et les formations. Donc, ce sont des milieux qui ont besoin qu'on les soutienne en développant des connaissances et en travaillant avec eux pour qu'ils développent une expertise et offrent des soins le plus approprié possible à des personnes extrêmement vulnérables qui peuvent pas se défendre tant que ça. Puis souvent qui sont accompagnés par des proches qui, après des années de soutien, sont un peu épuisés aussi. Donc oui, c'est pour un chercheur qui veut soigner des personnes âgées, c'est vraiment des beaux milieux. Puis, est-ce que vous êtes, parce qu'on parlait tantôt que vous aviez interrogé des proches aidants et des soignants, puis qu'est-ce que vous en avez ressorti de ces entrevues-là là, avec les proches aidants et les soignants? Ben, dans tous mes projets, en fait, moi, depuis mon doctorat, à chaque fois que je fais des projets, j'adopte toujours une perspective triadique. C'est-à-dire que je m'intéresse à la personne âgée, mais je considère que la personne âgée, elle n'est pas déconnectée, puis elle est fortement influencée, indissociable de ses proches et de ses soignants aussi. Donc, si on s'occupe juste de la personne âgée, mais qu'on s'occupe pas des proches et des soignants, puis qu'eux autres sont pas bien, ben normalement, les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, comme ils ressentent beaucoup les choses, ben si tout le monde alentour est pas bien, ben ils sont pas bien, eux autres non plus, même si on essaye de bien les soigner. Donc, pour moi, j'ai toujours eu ce focus sur la personne âgée, mais ce qui fait que je me suis aussi toujours intéressée à leurs proches et aux soignants, aux divers professionnels, aux préposés, parce que je me dis que ces gens-là doivent travailler ensemble. Il faut qu'ils soient tous bien pour que la personne âgée soit bien. Donc j'ai un intérêt aussi pour les proches, puis pour l'expérience des soignants. Donc, mes projets sont toujours sur la personne âgée, mais incluent toujours des soignants et des proches depuis le début de ma carrière en recherche. Et pour les proches, ce qui est intéressant, c'est qu'on les rencontre et qu'on leur demande de nous parler de leur mère ou de leur père ou de leur conjoint. Souvent, on fait des entrevues, ça va durer 1 heure ou 2, mais ils ont tellement besoin de parler que de participer au projet, souvent, ça leur fait du bien en soi. Nous, ça nous fournit des données, mais il y a un côté aussi, j'ai l'impression qu'on fait du bien à ces proches-là, du fait de leur poser des questions, d'avoir un espace confidentiel où on peut les écouter 1 heure. Souvent, on dit que les entrevues sont 1 heure, mais mes assistants de recherche me disaient que ça arrive souvent que les entrevues durent 2 heures parce qu'ils ont besoin de raconter, de parler, puis ils nous parlent de toute leur vie. Ça, c'est l'autre chose que moi, je trouve intéressant avec cette clientèle-là.
c'est les personnes âgées ont une longue expérience de vie. Les dynamiques familiales sont aussi de longues dynamiques familiales. Quand ça va bien, une dynamique familiale, ben ça peut vieillir en allant très très bien. Ça peut aussi, quand ça part pas bien, continuer à se complexifier jusqu'à la fin. Donc, les dynamiques entre les proches et leurs parents, par exemple, ben, quand on les interviewe, des fois, il y a des très, très belles relations, on a droit à des très belles histoires, mais quand on interviewe les proches aussi, ça fait ressortir. Souvent, ils vont nous raconter toute leur vie avec leurs parents, par exemple, avant d'arriver à l'hébergement. Et ça rend intéressant ces données parce qu'on comprend mieux. Et aussi, ça permet aux proches d'être entendus, ça lui permet de pouvoir faire part de tout ce qu'il vit, qui est difficile dans cette relation, qui est difficile face aux troubles cognitifs, toute la culpabilité, l'impuissance par rapport à l'hébergement. Donc, ça leur donne un espace aussi pour exprimer ce qu'ils vivent. Et nous, on apprend aussi à travers sur l'expérience de la personne âgée, sur l'expérience de ses proches, sur toutes les difficultés, sur leur relation avec les soignants, sur toute la culture. Donc, c'est des données qui, même si l'objectif est pas ça, sont extrêmement riches et qui nous permettent de comprendre l'expérience humaine de ces proches-là de manière très, très riche. C'est un peu la même chose pour les soignants. C'est un milieu où les soignants, bon, les personnes qui sont hébergées dans ces milieux vivent moins longtemps qu'avant, mais ils vivent quand même plus longtemps qu'à l'hôpital. En général, ils passent quelques mois, voire quelques années. Donc, les soignants, ceux qui restent et qui sont stables, vont s'attacher aussi à ces patients-là aussi. Donc, eux autres aussi vivent un deuil quand les gens se détériorent, décèdent. Je pense que c'est les résidents qui décèdent, il y a un nouveau résident qui rentre. Et ça, les soignants disaient, c'est difficile quand ça fait 18 mois qu'on soigne quelqu'un puis qu'on l'a accompagné dans la fin de vie et que la personne décède. Et que là, 24 heures après, on a un nouveau résident qui, lui, est traumatisé d'arriver puis qu'on l'accueille puis tout ça. Mais nous, on est encore triste d'avoir perdu l'autre. Donc, ça, c'est des enjeux dont on parle peu, mais les soignants, pour être empathiques, ils s'attachent à ces patients, à ces résidents, aux proches aussi. On voit qu'un CHSLD, c'est vraiment une communauté où les proches connaissent les autres proches, où les proches connaissent les soignants. Bon, il y a des dynamiques, des conflits, mais il y a aussi de l'entraide. Les personnes âgées entre elles, même quand elles ont des troubles cognitifs, font toutes sortes de choses entre elles qui peuvent être intéressantes. Donc, c'est vraiment une communauté. Donc, bref, moi, je le regarde toujours les trois ensemble, puis d'apprendre sur un de ces groupes permet de comprendre les autres, puis de voir les liens et de comprendre le contexte, comment le contexte influence aussi l'expérience de chacun. Donc de manière générale, c'est ça qu'on sait sur les proches et les soignants. Peut-être que vous avez vu aussi, je vous disais tantôt que j'ai un essai clinique qu'on avait commencé et qu'on a dû suspendre à cause de la COVID. La COVID a été catastrophique dans les centres d'hébergement. Moi, j'ai suspendu l'essai clinique rapidement. Ayant des connaissances cliniques sur cette population, pour moi, c'était assez clair que c'est là que ça allait se passer, la COVID. Donc, j'ai suspendu le projet avant que le gouvernement ferme tout, mais ils ont empêché, comme vous le savez, aux proches d'entrer dans ces milieux. Oui. Et nous, on a suspendu notre projet parce que moi, j'ai dit, il n'est pas question que j'envoie mes assistants de recherche dans des milieux où il y a des gens hyper vulnérables. Donc, on a été, moi et l'assistante de recherche qui travaillait à ce moment-là, on a été très préoccupés par les personnes âgées et par les proches. Donc, on a fait un projet qu'on a appelé le projet Voix. Okay. En fait, beaucoup de mes collègues infirmières sont allées aider dans les milieux cliniques à cette époque. Ma coordonnatrice de chaire, qui est une infirmière, a laissé son temps de recherche avec moi et est allée donner un coup de main dans les centres d'hébergement. Moi, j'aurais voulu, mais comme j'ai pas la capacité physique de le faire, je suis un peu coincée chez nous à me dire, ouais, c'est le fun de soigner par la recherche, mais là, c'est un peu plate en temps de crise parce que je peux rien faire. Je peux plus faire de recherche, je peux pas aller sur le terrain, je peux pas donner un coup de main. J'ai mes étudiantes actuelles, mes étudiantes antérieures qui m'appellent, qui me racontent ce qui se passe. Bref, c'était un peu... ça a été assez troublant pour moi je connais assez bien les milieux où j'étais capable d'imaginer ce qui pouvait se passer dans certains milieux. Et d'entendre les gens sur le terrain m'appeler pour me demander, me raconter ce qu'ils vivaient aussi. Donc, ce qu'on a fait,
se sentant impuissant de qu'est-ce que tu veux bien que je fasse, je peux plus faire de recherche, puis je peux rien faire clinique. Mon assistante de recherche et moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié avec le comité d'éthique, puis on a rappelé, on avait eu 30 proches qui avaient participé au projet, puis on va au moins les appeler, prendre de leurs nouvelles. c'est pas de la recherche, mais on va au moins cliniquement ou au moins humainement les contacter juste pour voir comment ils vont, parce que comme ce qu'on faisait avec eux, c'est de travailler en partenariat avec les soignants sur les comportements, puis ils avaient fini leur participation à l'étude, mais c'était des gens très impliqués. Là, ils ont plus accès. Comment ils le vivent? Comment ils le vivent, tu sais, puis est-ce qu'on peut au moins les écouter un peu? Donc, mon assistant de recherche qui est très, très bonne en relation d'aide les a appelés. Il a passé des heures à les écouter parce que c'était horrible ce qu'ils vivaient. Ce qui fait que quand elle m'a rapporté ça, je suis en tout cas qu'on pourrait finalement faire un projet de recherche où je voulais pas qu'on sollicite les gens sur le terrain parce qu'ils étaient occupés à garder le monde en vie. Mais ça, c'est des proches qui sont coincés chez eux, dont on a déjà le consentement, qu'on a déjà les coordonnées. Donc, on a écrit un week-end un projet de recherche qui était une ethnographie critique sur l'expérience des proches en centre d'hébergement. Et on voulait aller chercher aussi leurs recommandations pour des actions pour les soutenir. Parce que je dis là, finalement, personne ne s'occupe d'eux, mais ils vont pas bien. Puis les personnes âgées non plus, mais là, moi, j'avais plus accès aux personnes âgées, c'est probablement le seul projet que j'ai fait où j'ai pas recruté la triade parce que j'avais pas d'autre accès. Donc, on a recruté 24 proches comme ça qu'on a interviewés. C'est le recrutement le plus rapide de ma carrière parce qu'en moins de 3 semaines, on avait recruté 24 personnes et fini les entrevues. Donc, 3 semaines, tout était fini parce que les proches nous ont tous dit oui. Et ils ont fait de très, très longues entrevues par téléphone ou par Zoom lors de la première vague, donc en juillet 2020. De très, très longues entrevues, des entrevues extrêmement bouleversantes. En fait, moi, j'étais même préoccupée par le bien-être de mon assistante de recherche qui devait entendre ces récits extrêmement difficiles. Donc, on a fait ça. Ça nous a amené, entre autres, après quelques entrevues, à réaliser qu'il y avait un problème majeur en ce moment dans les centres d'hébergement parce que les proches, rendus en juillet, en théorie, à ce moment-là, ils auraient dû avoir accès, mais il y en avait plein qui n'avaient toujours pas accès. Donc, il y en a qui avaient eu aucune nouvelle pendant 3 mois. Aucun contact. Il y en a qui, on avait recruté des proches dont les personnes âgées étaient décédées aussi, puis ça s'est passé, les décès, donc en mars, avril ou mai, et ça a été assez pénible aussi. Certains ont pu aller, mais d'autres pas du tout. Les soins post-mortem ont été, dans certains endroits, assez pénibles. Donc, les proches nous racontaient qu'ils se sont fait remettre les effets personnels dans des sacs de vidange. D'autres ont reçu des courriels comme quoi les effets allaient être brûlés. Il n'y a jamais eu de directive de santé publique sur ça. Donc, il y a eu des choses, les proches ont vécu des choses comme ça. Ont souvent pas pu voir la personne âgée. Donc, ils ont vécu, tant dans la fin de vie que tout ce qui a suivi, vraiment, c'est une forme de traumatisme dans la façon dont ça a été mené, pas par mauvaise intention, je pense, mais parce que personne ne savait quoi faire, puis des fois, ils ont mis des règles un peu absurdes. Donc, nous, quand on leur a parlé en juillet, même si en théorie, ils avaient réouvert pour les proches aidants principaux, etc., il reste que certains n'avaient pas le droit, d'autres oui. C'était encore très problématique en juillet, au point où, constatant ça, mon assistante de recherche et moi, moi, j'ai appelé la présidente du comité d'éthique pour lui dire là, j'ai comme un problème parce que les données qu'on a, c'est épouvantable. Hein, puis c'est parce que ça continue. Et elle, ce qu'elle m'a dit de faire, c'est d'écrire au gouvernement, en fait, d'écrire au premier ministre, au ministre de la Santé. Un peu comme quand on fait des essais cliniques puis qu'on réalise qu'il y a une intervention qu'on fait, on suspend puis là, je dis là, c'est pas nous qui faisons l'intervention, donc un peu d'agir comme lanceur d'alerte. Donc, j'ai effectivement écrit au premier ministre, au ministre de la Santé, à la ministre des Aînés, et on m'a répondu rapidement. Donc, les chercheurs, des fois, à ma grande surprise, moi, j'avais jamais fait ça. Là, j'avais pas d'ambition de faire ce type de choses-là. Mais bon, le président du comité d'éthique m'a dit de le faire. Je dis, bon, c'est vrai qu'il y a un enjeu majeur puis qu'il y a des données riches. Et on m'a répondu très rapidement, donc ça a quand même été le ministère des Aînés, on m'a répondu rapidement et on a eu des rencontres avec eux pour leur exposer
Ben, à ce moment-là, c'était des données brutes, là. Ben, la situation de nos données brutes, parce que c'était pas tout analysé, mais on avait quand même 24 entrevues de fait. Donc, on a échangé avec eux 2 ou 3 fois. Et ils étaient, eux autres, en train de réfléchir au plan pour la deuxième vague. Donc, le fait qu'on leur dise, là, vous pouvez pas empêcher les proches de rentrer, là, ça n'a pas de bon sens. Puis, ils ont été très surpris de voir que c'était inégal. Ils disaient, mais la directive est, ce qu'on dit, puis ce qu'ils font. Il y a comme beaucoup de paliers. Il y a un écart, puis il y a peut-être une raison pourquoi les gens sur le terrain qui manquent de monde, qui ont été traumatisés eux aussi parce qu'ils ont vécu, avaient peut-être pas le goût de laisser plein de monde puis de gérer plein d'affaires parce que les autres aussi ont perdu. Je sais que dans un des milieux que je connaissais bien, il y a peut-être 1 à 2 patients qui décèdent par mois, ils en ont perdu 30 en un mois. Ben, ils ont des liens avec ces résidents. Donc, je me dis, moi, j'ai pas interviewé les soignants, mais il y avait peut-être une raison pourquoi les directives, soit par manque de personnel, soit parce qu'ils voulaient protéger. Donc, je sais pas, mais le gouvernement, eux autres, disaient, ben, on leur a dit que, je dis, ouais, ben, c'est plus compliqué que ça, le comportement humain. C'est pas parce que vous dites quelque chose qu'ils vont avoir les ressources pour le faire, soit les ressources en personnel ou les ressources émotionnelles. Bref, fait qu'on leur a un peu expliqué ça. Puis finalement, la deuxième vague, les proches ont été, ça a été clair, puis c'est arrivé pas juste de moi, mais c'est arrivé d'un peu partout qu'on pouvait pas ne pas faire. Donc ça a été un projet où finalement c'est comme ça. C'est ce que j'ai fait comme travail pendant la COVID pour les personnes. Mais ça a été des données et des résultats assez, l'analyse de tout ça a été assez pénible aussi parce que c'était extrêmement troublant d'entendre le propos des proches. Puis on voit aussi qu'avec la pandémie, des projets de recherche dans d'autres contextes auraient pris des années pour voir le jour. C'est tous comme chercheurs, l'objectif c'est d'influencer les politiques, puis pour arrimer ou pour changer des politiques. Puis là, ça s'est fait en un week-end, un projet s'est écrit, la collecte de données s'est fait rapidement parce que j'ai l'impression qu'il y avait aussi un besoin de la part de ses proches pour ventiler, pour exprimer, pour parler un peu finalement de l'expérience vécue. Puis finalement, ça a influencé les politiciens. C'est impressionnant de voir comment la pandémie a fait en sorte que des choses qui en d'autres temps auraient pris 5-6 ans avant de se réaliser, là ça s'est fait comme entre une première et une deuxième vague. Tout à fait. Oui, ça a été hyper rapide. Tout à fait. Ça a été très rapide. Puis c'est vrai que je pense que les proches, parce qu'on les a écoutés, puis ceux qui avaient des signes de détresse, on les a rappelés après s'assurer. Donc, on les a soutenus, puis ils nous ont dit que ça leur avait fait du bien d'être entendus. Puis on avait appelé le projet Voix, parce qu'on dit on va porter leur voix. Puis on les a informés aussi qu'on avait parlé au gouvernement. Donc ça a peut-être pas changé ce qu'ils ont vécu, mais ils ont eu l'impression d'avoir un petit peu de pouvoir, de fait participer. Puis c'était mon agenda indirect. Tu sais, comme chercheur, on est supposé vouloir développer des connaissances, mais j'ai toujours un agenda indirect. Moi, je vais développer des connaissances, mais pendant qu'on les développe, j'aimerais bien que ça serve les gens qu'on interviewe, que ça leur apporte quelque chose à eux, pas juste à nous. Et ce projet, je pense, a fait ça. Et oui, ça a été hyper rapide. Oui. Moi aussi, je trouve qu'est-ce qui est intéressant, c'est vraiment que les proches ont été soutenus justement là-dedans, tu sais, que même si c'était des participants de recherche, tu sais, même s'ils avaient fait l'entrevue, tu sais, que vous les avez soutenus tout au long après, je trouve ça vraiment, genre, tout le monde devrait faire ça, puis ça rend la recherche plus humaine aussi. Alors, on n'a pas pu les soutenir pendant plusieurs semaines, mais on les a rappelés pour s'assurer qu'ils étaient corrects. Ceux qu'on a eus il y en a qui ont fait les entrevues puis qui étaient corrects, mais ceux qu'on sentait que c'était fragile, on a fait des relances, on leur a offert des ressources, on s'est assuré qu'ils étaient. De toute manière, les comités d'éthique nous auraient pas laissé faire un projet comme ça, mais de toute manière, on avait eu cette préoccupation-là. En fait, l'idée de faire le projet venait du fait qu'on avait eu cette volonté de juste vouloir les écouter puis prendre de leurs nouvelles. C'est pour ça le projet venait de cette idée-là, parce que sinon, je suis pas sûre que j'aurais eu cette idée spontanément comme ça au milieu du mois d'avril. Dans la discussion d'aujourd'hui, vous parlez souvent de vos étudiants, puis parmi nos auditeurs, il y a des étudiants. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des conseils que vous voulez donner à des étudiants qui veulent s'enligner en recherche sans le savoir au moment où ils écoutent le podcast, mais peut-être dans 2-3 ans, ça sera le cas?
Moi, j'aurais jamais pensé que je ferais de la recherche. On m'aurait dit qu'un jour je ferais de la recherche. Même après mon bac, on m'aurait dit que j'irais faire ma maîtrise. J'aurais dit non, non, non. Puis pendant ma maîtrise, on m'aurait dit que je deviendrais chercheur. J'aurais fait non, non. Fait que bref, on sait jamais. Finalement, j'avais ce qu'il fallait, puis finalement, je trouve ça intéressant, la recherche, fait que je pense que je savais pas trop ce que c'était. Donc, je dirais, soyez curieux pour apprendre ce que c'est. C'est peut-être pas ce que vous pensez que c'est, la recherche. C'est pas toujours avec des tubes, c'est pas toujours dans... Tu sais, il y a toutes sortes de recherches. Il y a la recherche qui est plus humaine, il y a de la recherche plus fondamentale. Donc, je dirais, soyez curieux pour la lire, poser des questions. Explorer, mais moi, j'ai beaucoup de plaisir avec les étudiants parce que j'apprends beaucoup à travers eux, à travers leurs projets. Et ça me permet, quand ils sont intéressés, je vais leur dire, si vous voulez voir des choses que je fais en recherche, c'est assez hermétique. On est assez ennuyant à regarder faire, on est devant notre écran, puis on a l'air de rien faire toute la journée. Puis personne ne sait trop ce qu'on fait. En général, même des fois, les professionnels dans les universités savent pas trop ce qu'on fait quand on n'enseigne pas. Donc, moi, je dis souvent à mes étudiants, je fais plein de choses, je peux vous parler de ce que je fais. Si vous êtes curieux de voir ce que je fais, de participer, ben, demandez-moi là. Je vais vous insérer dans des projets ou je vais juste vous montrer. Ça a l'air de quoi une demande de subvention? Ça a l'air de quoi la première version d'un article? Parce que quand on les corrige, les autres, ils ont l'impression que c'est épouvantable, on met du rouge partout, puis que mais c'est parce qu'ils voient nos textes quand ils sont publiés, ils voient pas qu'on a fait 10 versions avant, puis que la première version, nos chercheurs, ils l'ont toutes commenté en tout rouge, les autres aussi. Donc, je pense qu'il faut qu'ils posent des questions. Je pense qu'on a aussi la responsabilité comme chercheurs de leur partager ce qu'on vit, que nous aussi, on en reçoit 56 000 commentaires quand on soumet quelque chose, puis de leur montrer avec humilité aussi ce qu'on reçoit pour qu'ils voient que c'est la réalité de travailler en sciences. Donc, je dirais, soyez curieux, osez poser des questions. Si vous avez des professeurs, que vous êtes au premier cycle, puis qui ont un intérêt, vous pouvez aller les voir puis leur demander j'aimerais ça, que vous montriez, puis peut-être qu'il y en a qui vont dire non, mais il y en a beaucoup qui vont dire oui. Donc, je dirais, osez. Moi, quand je vais dans des cours au premier cycle, je leur dis, tu sais, vous pouvez travailler en clinique. Moi, je passe mes journées à lire sur ces thématiques. Vous avez un problème clinique, vous voulez une réponse, écrivez-moi. Même si vous avez gradué, on va vous répondre. Puis probablement que j'ai lu plein de choses, moi, puis que je peux vous apporter une réponse sans que vous ayez besoin de la chercher ou que vous... Donc, que ce soit pour répondre à des questions cliniques, il y a des professeurs, des chercheurs qui peuvent répondre. Puis vous pouvez, c'est ça. Beaucoup de professeurs, je pense, seraient heureux que des étudiants les contactent, manifestent un intérêt pour ce qui, eux, les passionne, puis demander d'essayer de comprendre ce qu'on fait. On sait que c'est pas si clair que ça, ce qu'on fait comme chercheur. Puis le temps que ça prend, puis comment ça fonctionne. Donc, oui, je dirais de la curiosité, de l'intérêt. Puis on sait jamais. Des fois, on s'est pas prévu. Il y en a qui ont des parcours puis qui savent. Moi, j'ai une étudiante au doctorat, mais arrivée dans mon bureau après mon bac en disant, moi, je vais aller au doctorat. Puis en sciences infirmières, ça arrive très rarement parce qu'en général, c'est assez rare qu'ils font. Puis elle a fait bac, maîtrise, doctorat en ligne, puis elle voulait devenir chercheur. En commençant son bac, c'est ce qu'elle voulait. J'ai dit, bon, ça va m'arriver une fois dans ma carrière, puis c'est arrivé. Puis, mais c'est l'exception. La majorité, on a des chemins où on découvre en cours de route de l'intérêt. Mm-hmm. Puis on peut faire ça à tout âge. Ça pas, il y en a qui me disent, je suis trop vieille, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Non, ça se fait à tout âge. Non, voilà. Ouais, quand on veut le faire vraiment, je pense que peu importe l'âge, on peut y arriver. Je pense qu'il faut être passionné par notre sujet. Si on n'est pas passionné par notre sujet, c'est difficile. Mais quand on est vraiment intéressé, puis vous êtes les deux des étudiants, j'imagine que vous avez des intérêts forts aussi pour les populations, les sujets. Mais quand on a une passion pour quelque chose, c'est un beau lieu pour pouvoir approfondir une passion que de faire de la recherche. Ouais. Puis, vous le disiez depuis tout à l'heure, j'aurais jamais pensé que j'allais faire de la recherche, mais si vous parliez à la jeune Anne qui est en vous, qu'est-ce que vous me diriez? Je dirais allume, tu sais, si Thomas est personne âgée, va donc dans le domaine de la santé, ça m'aurait sauvé 1 an de biochimie. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Ça aurait changé 1 an. Puis finalement, peut-être ça m'a servi l'année en biochimie après pour comprendre d'autres choses, mais bon. Ouais. Sinon, je sais pas, je pense qu'on a un chemin. J'aurais pas prévu que ma vie prendrait ce chemin-là. Je suis pas sûre que j'aurais grand-chose à lui dire. Je regarde, vois où les choses t'amènent, puis finalement, ça m'a amené... J'ai commencé avec les personnes âgées, puis ça, c'est devenu une ligne directrice dans ma vie, puis ça va rester pour toute ma vie.
j'ai fini par être infirmière alors que je m'en allais pas par là. Puis j'ai fini par faire la recherche, mais il y a quelque chose qui m'a amené là qui faisait sens en bout de ligne. Donc, je pense que je dirais de suivre un peu où la vie l'amène. Si j'avais pas été malade, probablement que j'aurais fini une maîtrise, que j'aurais travaillé en milieu clinique. Puis peut-être que j'aurais été plus frustrée que je le suis en ce moment. Les milieux cliniques, c'est des milieux que j'aime beaucoup, mais peut-être que dans le contexte actuel, j'aurais eu moins de liberté pour pouvoir faire ce que je veux et influencer que je l'ai maintenant. Puis je me dis, bon, fait que je suis pas sûre que j'aurais grand-chose à dire à part de se faire un peu confiance que on va trouver le chemin qui nous correspond. Même si c'est pas celui qu'on anticipait. On m'aurait dit ça, j'aurais dit, mais non, tu te trompes, je fais jamais, je vais faire mon bac, ça va être fini, ça va être tout. Finalement, on se rend jusqu'au postdoc. On sait jamais. Mais c'est un beau message parce que souvent, on ne sait pas ce qui nous attend. Puis, effectivement, dans votre cas, je pense que c'est comme une belle surprise quand même de devenir professeur, chercheur, puis de rester animé par une passion qui vous animait comme bénévole. Mais... Ouais, puis je pense qu'il faut, je pense que les choses, les valeurs que j'avais, ce qui était important pour moi, je les garde. Puis je sais que la recherche, c'est un milieu qui peut être dur, puis je sais que je suis différente comme chercheur de d'autres collègues, que je fais des choix différents, que je fais de la recherche différemment. Mon CV m'intéresse pas vraiment. Je sais qu'il faut que j'aille des choses dans mon CV pour obtenir des fonds pour faire la recherche, mais ça m'intéresse pas vraiment. Et malgré tout, j'arrive à avoir des champs de recherche, etc. Pas parce que j'ai cette ambition-là, mais parce que en faisant ce que je veux faire, ça m'amène ces possibilités-là. Puis ça, on l'entend peut-être pas assez. Donc, on peut rester fidèle à soi-même et à ses valeurs, même en faisant des choses qui sont... J'ai une manière de travailler puis de faire la recherche qui est très différente de d'autres. Et ça marche quand même. Donc, on n'est pas obligé d'avoir tous la même voix, puis on n'est pas obligé d'avoir tous la même façon. On peut rester fidèle à ses valeurs ou à ce qui est important pour nous, même sur des parcours qui sont plus traditionnellement réalisés autrement. Donc, j'ai sûrement des collègues qui trouveraient que ma manière de faire de la recherche, où je consacre mon temps, le temps que je pense, trouveraient ça vraiment bizarre parce que le temps que je consacre à certaines choses, j'avance pas d'affaires qui enrichiraient, par exemple, mon CV. Mais ça me motive pas super fort, mon CV, moi. Mais de passer du temps avec les étudiants, de travailler avec eux, de travailler à des articles, mais d'intégrer des gens avec qui j'aime travailler, ça, c'est intéressant. Puis on peut réussir même si on fait ça. De répondre à des courriels sur des questions cliniques, ce que vous racontez. Répondre à des questions sur des questions cliniques, pour moi, c'est important, mais tu sais, ça rentre pas nulle part. Ça rentre pas dans un CV, ça. Mais je m'en fous, c'est important parce que c'est clair, les médecins ont plus cette possibilité-là, eux, de garder une pratique clinique. Nous, on peut difficilement faire ça. Puis moi, de toute manière, à cause de mon état de santé, je pourrais pas. Mais de toute manière, à un moment donné, il y a une nombre d'heures limitée, puis ce qui est attendu de nous à l'université ne nous permet pas. C'est un peu dommage que les gens qui ont le plus grande expertise clinique et d'expérience et de connaissances sur un domaine soient celles qui soient si loin des patients. Il faut que les gens nous utilisent. Donc oui, ça je réponds. J'ai des proches qui m'écrivent d'un peu partout dans le monde aussi, là, je leur réponds. Donc oui, ça rentre nulle part, ça, mais ça fait partie d'avoir certaines valeurs puis d'être capable de bien réussir dans une carrière qui permet aussi cette flexibilité dans la façon de la réaliser. Donc, ouais, je dirais aux gens, soyez fidèles, identifiez vos valeurs. Moi, j'ai une philosophie d'enseignement, mais j'ai aussi écrit une philosophie de recherche. Quand je perds mes balises, je leur ressens. Ça, c'est ça qui est important pour moi. Les autres font pas ça. Moi, c'est ce que je fais. Donc, d'être fidèle à ces valeurs et de s'entourer de gens qui travaillent un peu comme nous aussi pour nous aider à pas trop s'égarer. Donc, ouais, c'est ce que je dirais aux jeunes. Peu importe le chemin qu'ils font, trouvez ce qui est important pour vous puis restez fidèles. Merci infiniment. Je sais pas, Carole, toi, si tu avais d'autres questions, mais moi, ça Non, mais c'était très intéressant. Un gros merci encore pour tout le partage qui a été fait aujourd'hui, là. On a grandement appris, puis on en ressort vraiment grandi de cet épisode-là. Merci. J'espère que ça répond à vos attentes, même si je suis sur votre sujet, il y a peut-être un petit peu à côté, dans le sens que je mais non, il n'y a pas fin de vie, mais oui, puis on a appris plus de l'humain qui est Anne Bourbonnais, donc c'est ce qu'on voulait aujourd'hui aussi. Tant mieux.
ça correspond à ce que vous vouliez. Oui. Moi, je garderai bien précieusement la phrase restez fidèle à vos valeurs. Donc, c'est le message du jour que je garde en tête. Puis je pense que c'est une des choses que je trouve très belle dans le Rescipal. Il y a d'autres réseaux, mais c'est un réseau qui est très dynamique où les chercheurs ont ces valeurs humaines-là, où les étudiants, il y a cette importance sur les valeurs humaines. Donc, je m'y retrouve beaucoup plus que dans d'autres lieux de recherche. En fait, c'est probablement l'endroit de recherche où je me sens le plus en cohérence parce qu'on sent que ces valeurs-là, en fait, le fait d'avoir des valeurs humaines est important. Et on le sent pas toujours dans les centres de recherche et partout, mais dans votre réseau, entre autres par vos initiatives, par le fonctionnement de ce réseau, probablement par les gens qui s'intéressent à cette thématique, qui ont des valeurs humaines importantes, ben, je crois que ça fait donc oui. Donc, c'est un réseau où on s'y retrouve quand on a des valeurs humaines fortes. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Oui, merci beaucoup.